Je suis né le 19 juin 1924 à Montier-de-Clermont, c'est un petit pays dans l'Isère, au Puy du Vercors. Hein. Mon père, après nous avons vécu quelque temps à Montier-de-Clermont, et mon père, disons, est rentré dans la police municipale à Grenoble. Donc nous sommes descendus à Grenoble, et donc j'ai vécu toute ma jeunesse à Grenoble. Alors bon, j'étais un élève moyen, enfin pas trop mal, et mes parents ont décidé de me faire suivre une école professionnelle, une grande école professionnelle qui existe à Grenoble, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'école Vaucanson. Alors donc, après mon certificat d'études que j'ai passé à 12 ans, je suis rentré à l'école Vaucanson pour apprendre un métier, hein, d'une part, et d'autre part, mon intention, si vous voulez, à cette époque-là, c'était de faire mes 4 ans d'école Vaucanson, puisque c'était sur 4 ans, une année de préparatoire et 3 années de normale, et au bout, après avoir passé mes examens, faire préparer une école militaire. Bon, c'était mon envie, si vous voulez, c'était de faire aviateur. C'est très noble, si vous voulez, mais enfin, bon, c'est une envie. La formation que vous suiviez à Vaucanson, c'était quoi? Quelle branche? Branche mécanique. Profession, j'avais choisi tourneur. Mais avec, disons, l'intention, je vous dis, de faire une 4e spéciale pour préparer les écoles, disons, les écoles militaires. Et puis, bon, on est arrivé en 1939, comme ça, début 1939. J'allais passer mes examens, disons, au mois de juin 1939, et la direction de l'école Vaucanson a décidé, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre dans les usines, de sélectionner parmi les 4 classes de 3e année les meilleurs en atelier, leur faire passer des examens avant les autres pour entrer dans la production. Donc j'ai passé mes examens en mars 1939 et j'ai été travailler. Bon. Vous travaillez dans quelle entreprise à ce moment-là? Alors, petite boîte Oui, une petite boîte, enfin une boîte qui n'existe plus d'ailleurs actuellement, qui s'appelle Raymond Bouton. Bon, c'est une boîte qui est à Grenoble dans le Courbéria, là. Petite boîte. Bon, puis après la défaite est arrivée, donc l'école militaire c'était fini, terminé, hein, puisque pendant une période toutes les écoles étaient fermées. Donc j'ai continué à travailler. Et si vous voulez, j'ai eu, si vous voulez, en 41, donc c'est passé normalement. J'étais jeune, je jouais au football à cette époque-là, j'avais pas de problème particulier. J'étais fils unique, donc j'étais particulièrement choyé. Alors, il faudrait que mon père, c'est un ancien combattant de la guerre de 14-18, qui était très République, nation, machin, etc. Ma mère, très catho. Donc j'allais au patronage, enfin, etc. Bien. Donc une enfance jusqu'à tout normal. Donc 42, est arrivé un certain nombre d'événements qui ont, disons, fait en définitive le futur de ma vie. Premièrement, j'ai changé d'entreprise. Je suis allé travailler dans une autre entreprise grenobloise, où là, j'ai eu des contacts différents de ce que j'avais dans l'ancienne entreprise. C'est-à-dire, j'ai connu des gens qui avaient des activités syndicales, même à cette époque-là, etc. Donc, si vous voulez, qui m'ont un petit peu motivé différemment. Bien. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cette époque, à Grenoble, il y avait particulièrement une activité assez bouillonnante contre l'occupation, contre tout ça, et il y avait des organisations de résistance qui vivaient. Et nous, les jeunes, parce que j'étais jeune à cette époque-là, on participait volontiers, mais pas tellement, il faut dire les choses comme elles sont, pas tellement par désir nationaliste, mais plutôt par envie de se battre, parce qu'on était jeunes, etc. On participait volontiers à des manifestations patriotiques qui avaient lieu, 14 juillet, 11 novembre, les organisations de résistance appelaient les gens à manifester, donc on y allait. Elles n'étaient pas spécialement réprimées, ces manifestations-là. Bon, il y avait de temps en temps les CRS de l'époque qui nous poursuivaient un peu, mais enfin, bon, c'était un peu du folklore, hein, c'était pas encore C'était avant le 11 novembre, de toute façon. Disons, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, en 1942, il n'y avait pas d'Allemands à Grenoble.
C'était les Italiens qui étaient l'armée d'occupation. Donc les Italiens, ils s'en foutaient royalement. Hein. Donc, si vous voulez, ça se passait encore assez bien. Alors donc, j'étais un peu dans cette mouvement, sans appartenir, si vous voulez, mais j'étais un peu comme ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai changé d'entreprise. Dans cette entreprise, j'ai connu un jeune homme, on peut dire, qui était plus âgé que moi, puisque en 1942, j'avais 18 ans, hein, qui était plus âgé que moi, et qui était un ancien marin. On a sympathisé parce que nous étions du même pays, à Massy-Clermont. Lui, il était de Grasse-en-Vercors, juste à côté. On a sympathisé, et lui, il appartenait à Libération, en Libération. Et on a décidé, tous les deux, en automne 1942, de partir en Angleterre, de rejoindre, disons, De Gaulle. Bon. Alors on a commencé à chercher la filière, parce que c'était pas commode. Il fallait trouver la filière. On n'avait pas d'acquaintance spéciale. Finalement, on trouve la filière, on prépare les papiers, tout ça. On était tous les deux devenus. Et la filière, concrètement, c'était quoi? C'était un gars qu'on a connu comme ça, qui se baladait dans Grenoble, d'ailleurs, c'est vachement bizarre, qui se baladait dans Grenoble avec une cravate, avec une croix de Lorraine dessus, je m'en rappelle, hein, et qui avait un grand bagot, etc. Et puis bon, c'est lui qui nous a, disons, introduit dans ce prochain. Et donc, on a préparé les papiers pour partir en Angleterre. On devait partir en Angleterre. Mais bon, il fallait que j'annonce à mes parents que je partais en Angleterre. J'étais fils unique. Bon, quand j'ai annoncé ça à maman, hein, c'était les grandes eaux, les grands pleurs, etc. Bon, tu es fou. Enfin, elle m'a tellement fait un peu chantage à l'affection que je dis, bon, je pars pas. Et mon copain, il n'est pas parti non plus parce que lui, il avait une fiancée et quand il a annoncé à sa fiancée qu'il partait en Angleterre, elle a dit, j'attends un enfant de toi. Alors il a dit, je pars pas. Donc, il y en a d'autres qui sont partis, qui sont bien arrivés. Bon, c'est la filière classique, on passait en Espagne, on était arrêté par la guerre civile, on allait au camp de Miranda de l'Ebro, et puis bon, les gens venaient nous chercher, parce qu'on était sujet canadien ou sujet anglais, etc. Bien, enfin bref, classique. Donc, 42, voilà. Donc, et puis, troisième événement plutôt qui a motivé un petit peu les choses, j'ai arrêté le football et je joue au rugby. Bon, je rentre dans l'équipe junior du Football Club de Grenoble, qui existe encore actuellement. Et là, je prends des contacts, j'avais des copains. Bon, on était une équipe de rugby, 15 joueurs, plus les remplaçants, etc. Début 43, tout début 43, c'est d'être au mois de janvier, la vie a voulu que mes parents habitaient dans un petit immeuble, il y avait 2 étages. Ils habitaient au 2e étage, et au 1er étage habitait un gars, avec sa famille, que je connaissais bien parce qu'on était voisins, et à ce moment-là, les voisins, on entendait quand même plus de relations que maintenant. Donc, je le rencontrais, on discutait, etc., etc. Ce gars-là, il avait caractéristique, c'est qu'il était hongrois, c'était pas un Français, c'était un hongrois, il était coiffeur, et ce que j'ai appris plus tard, il était communiste. Bon, alors, ce gars-là, on discute, et puis un jour, il me dit, voilà, Maurice, il y a longtemps que je parle avec toi, je connais un peu ce que tu penses, etc. Est-ce que tu veux rentrer dans la résistance? Alors, je dis, faut voir. Dans quelle organisation? Il m'a dit, les francs-tireurs partisans français. Bon, alors, comme j'avais des contacts plus ou moins, je savais ce que c'était que les francs-tireurs partisans français. Je savais que c'était une organisation qui était bâtie à la suite du Parti communiste, tout ça. Bon, ça me gênait pas tellement. Hein. Moi, je m'en foutais. J'avais pas d'idée préconçue là-dessus. Alors, je dis, d'accord. Alors, il me dit, voilà, tu vas aller à tel endroit, tel jour, tu vas rencontrer un gars que tu connais d'ailleurs, qui te connaît, et puis vous allez discuter ensemble. Alors, effectivement, je vais à tel endroit, vers le bord du Drac, là. Je vois un gars que je connaissais, qui était dans mon quartier aussi. C'était le quartier des Eaux Claires à Grenoble, dans mon quartier, et bon, on discute, et bon, on parle, etc. Bon, il m'explique un certain nombre de choses. Et puis
il me dit, bon, ben voilà, je vais te confier à un éducateur, une espèce d'éducateur. Ah, il me dit, voilà, tu vas aller à tel jour, telle heure, à tel endroit, tu trouveras un gars comme ça, et il te contactera, tu discuteras avec lui. Et vous irez ensemble. Bon, alors je fais effectivement un rendez-vous, et je vois un grand gaillard, puis qui me parle, avec un accent un petit peu particulier. Je dis, non, mais chien, qu'est-ce que c'est ce gars-là? J'ai su après, mais bien après, j'ai su que c'était un Allemand qui avait fait les brigades internationales et qui était instructeur des frontières de France. Alors il me dit, bon, on parle, et puis il me dit, tu viens avec moi, on va faire un sabotage, ensemble. Ah oui, tout de suite. C'est une honte de chien. Alors, après, bien après, si vous voulez, j'ai réfléchi à tout ça. Mais bon, ce jour-là, je pars avec lui. Là, bon, il fracture une porte d'un magasin à Grenoble. Il rentre dans le magasin, et il avait une espèce de paquet. Il met le paquet, il dit, c'est une bombe, on va la faire exploser, c'est un collaborateur, etc. etc. Bon, il règle son machin, là, et puis on s'en va. La bombe n'explose pas. Alors, je me suis posé des questions, mais j'ai dit, bon, ben, c'est pas de chance, quoi. Hein. Bon, après, si vous voulez, j'ai fait des réflexions, mais enfin, bon, pour l'instant, donc, alors, il me dit, bon, ben, écoute, voilà, tel jour, à telle heure, tel endroit, etc., tu trouveras un autre gars. Bon, puis là, ils m'ont fait connaître un gars qui est devenu mon responsable dans la résistance, qui avait un nom de guerre que je connaissais son nom de guerre, mais son vrai nom, je ne le connais pas. Mais c'était un jeune qui avait 22-23 ans, qui s'est présenté, Chabeuil. Bon, d'accord. Ok. Alors il me dit, bon, ben voilà, on te confie une mission, on sait que tu joues au rugby, que tu connais des gars, tu es jeune, tu connais pas beaucoup de jeunes dans ton quartier, dans les quartiers environnants, on te confie une mission, il faut que tu crées une organisation qui s'appellera le Fonds patriotique de la jeunesse. C'était donc en début 1943, Fonds patriotique de la jeunesse, et qui, à qui on te confiera des missions. Ok, alors, bon, moi je prends mon bâton de pèlerin, puis je commence à avoir 2-3 potes que j'avais dans le quartier, puis je leur explique tout ça, bon, les gars ils sont d'accord. Enfin, finalement, j'arrive à constituer un groupe, avec les gens du rugby aussi, j'arrive à constituer un groupe, on était 17 jeunes, mais on était entre 16 et 19 ans. J'avais 19 ans. Et puis bon, on distribuait des tracts, on faisait des inscriptions sur les murs, etc. Puis un jour, le gars il me dit, bon, écoute, tout ça c'est bien beau, mais il faut aller un petit peu plus loin quand même. Bon, il y a une entreprise à Grenoble qui travaille pour les Allemands, il faut faire sauter son transformateur. Alors tel jour à telle heure, on te donnera le matériel, etc. Alors bon, on a fait le boulot. À combien? 17? Non. Non, parce que là c'est pareil, j'avais 17 gars, mais il n'y avait que quelques gars qui étaient disponibles, etc. Bon, je prenais parmi les gars disponibles, mais c'est pour ça que c'était dommage, parce qu'on n'a pas eu vraiment d'instruction, et on faisait ça un petit peu à la va-vite. Les mesures de sécurité, on s'en foutait. Donc d'ailleurs, ça a été notre malheur. Bon, enfin bref, on fait ça, tout ça. Et puis ensuite arrive... Transformateur, vous l'avez fait sauter? Oui, fait sauter, pas de problème. Lui, il est parti en poussière. C'était chez qui? Quelle boîte? Mélangerin. C'est partout là-bas. Bon, mais bon, le problème, c'est qu'en définitive, ça a arrêté l'usine 15 jours, quoi, puis c'est reparti, quoi. Mais la première bombe, vous pensez que c'était un test ou vraiment c'est un accident? Non, la première bombe, à mon avis, maintenant, avec le recul, c'était un test. Hein. Parce que le gars, il est rentré, quand je repensais après, il est rentré trop facilement dans ce machin, et normalement, avec l'expérience qu'il avait, il ne devait pas manquer son truc. Hein. Donc c'était pour me tester, hein. C'était pour me tester pour voir un peu les réactions que j'avais, etc. Hein. Ça j'en suis à peu près persuadé. Hein. Bon. Bien, enfin bref. Alors on continue, et puis à Grenoble, ça se faisait bien à cette époque-là. Maintenant, ils ont baptisé d'un nouveau nom, ils appellent ça des kermesses. Hein. Mais bon, à cette époque-là, les organisations de résistance décidaient que tel jour à telle heure, il devait y avoir un certain nombre d'actions, en fait. Alors donc,
le 23 août 1943, mon responsable me dit, voilà, tu mobilises le maximum de tes gens, et vous vous trouvez à telle heure, à tel endroit, c'est sur les quais de l'Isère, vous allez passer 2 par 2 dans un endroit comme ça, il y a un gars qui vous donnera une bombe et une adresse. C'est en général des collaborateurs. Mission, c'est de faire sauter. C'est des petites bombes, hein. C'est pas des grosses explosions, c'est des petites bombes. Ça fait sauter la porte de l'appartement, un truc comme ça. Bon. Alors, on va. Donc, je mobilise. On n'était pas nombreux parce que les gens travaillaient, ils allaient à l'école, etc. Mais enfin, on était, je crois, 8. Donc, on passe par groupe de 2. Alors, il y a 2 gars qui passent, 2 gars qui jouent au rugby avec moi, qui passent, et qui partent avec leur paquet. Alors, le gars, il avait la bombe dans sa veste, il avait une veste en cuir, il avait sa bombe, et avec son vélo à la main, et il part pour faire son boulot. Et à ce moment-là, ils se font arrêter par la police. Alors, est-ce qu'ils avaient été mouchardés? On n'a jamais su bien le pourquoi de la chose, mais bon, ils se sont arrêtés. Bon, leur policier tombe dessus, tac, bon. Des policiers normaux, hein, des Français normaux. Hein. Bon, et les emmènent au commissariat. Bon, moi j'avais mobilisé quand même quelques sentinelles pour regarder ce qui se passait. Il y a un gars qui vient me prévenir, il me dit, voilà, un tel ont été arrêtés. Alors, on s'appelait par nos noms. Hein. On avait des noms de guerre, mais ça ne servait à rien du tout. Hein. Bon, alors, il y a Gaston et puis Jean qui ont été arrêtés. Bien. Alors moi je dis, tant pis, on continue, hein. On fait ce qu'on a à faire. Hein. Alors moi j'étais avec un autre gars, et on part avec notre bombe. Et puis au détour d'une rue, je vois un gars qui était contre une palissade qui regardait. Quand on passe, il nous file. Comme ils avaient été arrêtés, j'avais un peu la puce à l'oreille. Je dis au copain, je dis, tiens, on est filé. Alors, bon, on va essayer de le sommer. Alors, on marche un peu plus vite, on était jeunes, on était sportifs, on marche un peu plus vite, et au détour d'une rue, paf, on se met à courir, on court pendant 20 mètres, on traverse une autre rue, etc. Enfin, on passe 2-3 rues, et le gars nous avait perdus. Donc, on traverse le pont de l'Isère, et je dis, bon, ben, c'est cuit, il y a un problème, c'est cuit, la bombe à la flotte dans l'Isère. Alors on descend le bord, on jette la bombe dans l'Isère, et on s'en va. Et 2 jours après, j'étais arrêté. Ah oui? 2 jours après, j'étais arrêté. Alors pourquoi j'étais arrêté? Parce que là aussi, les conditions de sécurité n'avaient pas été remplies. Le copain, si vous voulez, un des copains qui avait été arrêté, on avait dit, attention, pas de papier compromettant sur soi. Et lui, il avait oublié que dans sa carte d'identité, il avait une adresse d'un jeune qu'on était en train de contacter. Les policiers, évidemment, ont trouvé cette adresse, ils ont été arrêtés le gars. Le gars, bon, il s'est déballonné. Et quand on lui dit qui c'est le responsable, bon, je ne connais pas son nom, mais je sais que là aussi, une mesure de sécurité mal faite. Quand je me promenais en ville, j'avais mon insigne de mon club de rugby. Donc, je sais qu'il s'appelle Marco, c'est mon nom d'hier, et je sais qu'il joue au rugby au Football Club de Grenoble, et qu'il doit habiter dans tel quartier. Bon, les flics, évidemment, ils ont remonté facilement. Et c'était, disons, la police de Grenoble avait cédé l'affaire à la brigade antiterroriste qui était casernée normalement à Annecy, qui était venue donc à Grenoble à cette époque-là. Et c'est eux qui m'ont arrêté, donc ils sont venus me chercher à l'usine où je travaillais, ils m'ont arrêté. C'était le 23 août? Alors 25 août. 23, c'est l'arrestation des 2 gars, des 2 premiers. Moi, j'étais arrêté 2 jours après. Donc, on n'avait jamais été clandestin, en fait, quoi. Vous faisiez des choses, des actions, mais on n'était pas réfractaires du tout, hein. On avait 19... Le STO, il était en place à l'époque. Oui, vous n'avez pas été sollicité. Ah non, parce que le STO s'est arrêté à la classe 22. Moi, j'étais de la classe 24. Donc, j'avais rien à voir avec le STO. Hein. Je n'étais pas réfractaire. D'ailleurs, quand les gars ont été arrêtés, moi j'ai contacté évidemment mon responsable qui m'a dit, tu prends le maquis. Il y avait possibilité de prendre le maquis. Je dis non, les 2 gars qui ont été arrêtés, je les connais, ils jouent au rugby avec moi, ils ne parleront pas. Mais ce que je savais, c'est pas cette histoire-là. Et si j'avais su cette histoire-là, je partais au maquis. Hein, c'était facile. Bon voilà, donc j'étais arrêté. Donc on était arrêtés tous les 3.
Et on se retrouve en prison à Grenoble, la prison qui n'existe plus actuellement, prison Saint-Joseph, on se retrouve tous les trois. On se retrouve plutôt à 5, parce qu'il y en a 2 autres qui ont été arrêtés après. Deux jeunes, mais qui ont été libérés rapidement parce qu'ils avaient 16 ans. Hein. Donc, ils ont été libérés. Mais nous, ils nous ont gardés, parce qu'on avait 18 ans, ils nous ont gardés. Alors on se retrouve en prison à Grenoble, et on passe au tribunal. Alors, à cette époque... Des interrogatoires, de la maltraitance? Non, absolument rien. Les flics nous ont arrêtés, la brigade spéciale nous ont arrêtés, ils nous ont interrogés, on leur a raconté des conneries, hein, des tas de mensonges, on leur a raconté n'importe quoi. Ils n'ont pas cherché à savoir, même pas une gifle. Alors, ça, je pense pour 2 raisons, parce que je vous ai dit, mon père était entré dans la police, mais il avait été viré par Pétain. Ah oui. Et, bon, comme il était militant socialiste, il était viré par Pétain. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu après? Ben, il a été travaillé. Il a travaillé. Hein. Il travaillait, comme il n'avait pas de métier, il était garantier de métier, si vous voulez. Après, il est rentré dans la police, bon, il n'avait pas de métier, il a été faire le manœuvre dans une entreprise, hein, c'est tout. Hein. Bon, enfin. Viré très tôt, tout de suite. Oui, tout de suite après. 40, En 40, fin 40 à peu près, bon, quand ils ont commencé à épurer les gens. Bon, lui, il était... Mais il avait quand même gardé des contacts, hein, parce que c'était la police municipale, c'était pas du tout la police comme actuellement. Donc il avait gardé un contact, et quand j'ai été arrêté, il y a un ex-copain qui a été l'avertir, ton fils est arrêté, et il est venu me voir en prison, etc., au poste de police, pas en prison, au poste de police. Et puis donc, après, on est rentré en prison à Saint-Joseph. On est resté 2 mois et demi en prison à Saint-Joseph, et puis on est passé devant un tribunal. Alors, comme dans notre dossier, il n'y avait absolument rien, comme d'autre part, un des camarades qui avait été arrêté était d'une famille assez bourgeoise, ils avaient un peu de la monnaie, ils avaient pris un bon avocat, un des meilleurs du barreau de Grenoble de cette époque-là. On était bien défendus, on était relaxés. Bon. Tribunal, bon, pratiquement, ils ont même, le président du tribunal, il a fait une grande plaidoirie, ses enfants qui ont cru être grands par leurs actes, etc., etc. Bon, relaxé. Mais, le préfet de l'époque, qui n'était pas content du jugement, il a lancé contre nous un mandat d'internement administratif. Si bien qu'on n'est jamais sorti de prison. Si on est sorti de prison, on n'a jamais été libéré de prison, on nous a fait sortir de prison avec les menottes dans un train, et nous sommes partis en direction d'un centre d'internement administratif. C'est où? Alors le premier, Saint-Paul-des-Jours. Alors Saint-Paul-des-Jours, c'était un petit centre d'internement administratif qui se trouvait pas loin de Vienne, pas loin de Limoges, dans la Haute-Vienne, en pleine forêt. Et il y avait comme Guingouin qui était pas bien loin. Bon, finalement, au bout de 3 semaines, il y a les autorités qui ont pris une décision, transférer le centre de Saint-Paul-des-Jours dans un autre centre, à Saint-Sulpice-la-Pointe, qui se trouve dans la banlieue, entre Toulouse et Albi. Alors là, c'était un grand centre d'internement administratif, on était à peu près à mi. Mais bon, c'était relativement tranquille. Hein. On était privé de liberté, mais il y avait, à part la privation de liberté, on était nourri comme les Français de cette époque, c'est-à-dire très mal, mais enfin on était nourri. On faisait rien toute la journée. Alors comme on était une bonne équipe de jeunes, le matin, on faisait de la culture physique, et l'après-midi, on suivait des cours. Les anciens du camp, il y avait tout dans ce camp-là, il y avait des artistes peintres, des professeurs, des instituteurs, etc. Ils avaient organisé une espèce d'école intérieure. Alors on suivait des cours de philosophie, on suivait des cours de n'importe quoi. Il y a des gens qui ont appris à écrire et à lire dans ces camps. Hein. Bon, non, c'était... Tous les gens qui étaient là pour des motifs liés à la résistance ou à l'opposition à Vichy? Même pas. Non, la grosse majorité, oui. Il y avait une bonne partie qui étaient des communistes qui avaient été arrêtés en 40. C'est une bonne partie.
des anciens du camp. Et puis il y avait des gens qui avaient fait du marché noir. Il y avait des gens qui avaient essayé de passer en Espagne. Et puis il y avait des résistants comme nous, quoi. Hein. Donc ça s'est passé jusqu'en juillet 1944. En juillet 1944, un beau jour, on a eu la surprise de voir que les gardes, les gendarmes qui entouraient le camp, c'était les gendarmes qui nous gardaient, avaient été remplacés par des Allemands. Et puis, il y a des autorités allemandes qui sont rentrées dans le camp, qui ont été parler avec les cadres du camp, enfin les cadres, pas les cadres internes, les cadres responsables du camp, et finalement, appellent. Alors, ils font l'appel et ils nous disent, bon, dans 1 heure, tout le monde est ici avec les bagages, sur la place d'appel. Il y avait une grande place sur la place d'appel. Alors, effectivement, 1 heure après, on était là et les Allemands encadraient, nous ont fait partir. On a traversé le village, on est arrivé à la gare, il y avait un train de marchandises qui nous attendait. Ils nous ont fait monter dans ces wagons, à 100 par wagon, et le train est parti. Et 8 jours après, on s'est retrouvé au camp de Buchenwald. Voilà. Alors évidemment, là, changement de lieu, changement de méthode, changement de beaucoup de choses. Oui, ça s'est fait, vous n'avez même pas vu arriver le coup, quoi. Non. En rien de temps. Disons que dans ce cas-là, enfin, ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que dans les prisons et dans les camps, j'ai toujours été organisé. J'ai toujours suivi la filière. Hein. Bon, quand, en début 1943, quand j'étais dans la résistance, j'ai adhéré aux jeunesses communistes. Hein. Je n'étais pas communiste, mais j'ai adhéré aux jeunesses communistes. Et puis après, en prison, on était organisé. Dans les camps en France, on était organisé. Donc, on attendait d'être libéré par le maquis dans le camp. Ouais. Et vous n'avez pas eu des velléités de mutinerie dans le centre, c'était pas possible? Si, ça serait été possible, mais si vous voulez, l'organisation nous avait dit, bon, pas d'évasion individuelle. Parce que je vais vous raconter une chose, c'est qu'on était une bande de jeunes, on était donc organisés dans le camp, et c'était nous un petit peu qu'on faisait les choses, bouger les choses dans le camp. Et moi, ça m'est arrivé de couper les barbelés, de faire sortir un gars du camp de Saint-Sulpice, puis de rester à l'intérieur. Alors que j'aurais pu partir. Hein. Mais bon, la consigne, c'était pas d'évasion individuelle, sauf les gens qui sont en mission. Donc, c'était un gars qui était missionné pour aller faire quelque chose à l'extérieur, je ne sais pas quoi. Mais donc, à part ça, évasion collective. Alors, ils avaient fait un tunnel dans le camp où on devait partir à 200 dans ce tunnel. Puis malheureusement, le tunnel a été découvert avant qu'on puisse le finir. Bon, bref. Et ensuite, on nous avait dit, le maquis va venir nous chercher. Puis le maquis n'est jamais venu. Bon. Et c'est les Allemands qui sont arrivés. Voilà. Donc c'est passé comme ça, quoi. Et donc on s'est retrouvés au camp de Buchenwald. Alors là, évidemment... Le trajet pour aller jusqu'au camp, ça a été des journées sans nourriture, sans... Ouais, sans nourriture, non, parce que, disons, nous, comme on était organisés, ce qu'il faut dire, quand on a vu les Allemands, on a bien pensé qu'ils ne venaient pas là pour nous apporter le petit déjeuner au lit. Hein. Alors on a dit, bon, ça y est, ils vont nous embarquer, mais on ne pensait pas d'aller dans un camp de concentration, parce qu'à notre niveau, on ne connaissait pas l'existence des camps de concentration. Donc on dit, ils vont nous emmener en Allemagne pour aller travailler en Allemagne. Vous savez que le STO existait, etc. Donc on va faire un voyage difficile. Donc il faut s'organiser pour faire le voyage. Alors dans le camp de Saint-Sulpice, il y avait une baraque où c'était marqué dessus, Secours National. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Secours National. Bon, c'est l'équivalent du Secours catholique, du Secours populaire, etc. C'est une organisation caritative de cette époque-là, avec très pétiniste, et qui, disons, avait, dans cette baraque, il y avait de quoi boire, de quoi manger, etc. Nous, on a dit, bon, pas de problème, il faut y emporter. On a cassé les portes de la baraque, on est rentré dans la baraque, on a pillé la baraque.
Et quand on est parti dans le train, on avait tous, disons, des provisions à boire et à manger. Donc, malgré un voyage de 8 jours en plein mois de juillet, on n'a pas eu un voyage très, très, très difficile. Il y en a eu un mort dans le train. Un seul mort. Donc, parce qu'il y avait une discipline, d'abord. Dans le wagon, dans l'histoire du wagon de marchandises, le problème est le suivant, c'est qu'il y a peu d'air dans ce wagon. Hein. Il y a une seule ouverture, avec des barreaux, évidemment, et les gens qui sont vers l'ouverture respirent bien, mais ceux qui sont à l'opposé respirent mal. Bon, nous, comme on était disciplinés, on faisait une rotation à l'intérieur du wagon, ce qui fait que tout le monde, à un moment donné, respirait. Donc, on limitait les dégâts comme ça. D'autre part, bon, le gros problème, c'était la tinette qu'il y avait au milieu du wagon, où tout le monde faisait ses besoins dedans. Bon, c'était dégueulasse, quoi, mais enfin, on s'arrangeait comme ça. Et finalement, donc, le voyage a été difficile, parce qu'on ne pouvait pas se coucher, etc. Mais on n'a pas souffert de la soif ni de la faim. Finalement, quand on est arrivé à Buchenwald, on avait encore des ravitaillements. Ça n'a pas été le cas de tous les convois. Ça n'a pas été tout le convoi. Par exemple, il y a un autre convoi qui est parti. Nous, on est parti, vous voyez, de Toulouse, si vous voulez, pour remonter jusque-là. Il y a un convoi qui est parti de Compiègne pour aller à Dachau, qui est plus près de la frontière que Buchenwald. Ben, il y a eu 800 morts dans le wagon. Parce que d'abord, il y avait des wagons métalliques. Donc là, wagon métallique, ça ne se passait rien du tout. Et puis, d'autre part, parce que les gens n'avaient rien du tout. Voilà. Alors, bon, arrivé à Buchenwald. Là-bas, vous êtes tout de suite trié, orienté. Ça se passe un petit peu. Enfin, c'est un peu la méthode, disons, nazie. Hein. Bon, les choses sont carrées, bon, il n'y a pas moyen de déroger aux choses. Alors, on est arrivé de nuit. On est arrivé, d'abord, le train est arrivé en gare de Weimar. Alors, on avait des gars qui regardaient à la fenêtre, je veux dire, il y avait une fenêtre. Bon, il y a un gars qui a dit, bon, on est à Weimar. Bon, Weimar, ça, pour les gars qui avaient un peu suivi les choses, c'était un peu, ça rappelait un certain nombre de choses. Ça rappelait la République de Weimar, ça rappelait Goethe, Schiller, enfin, ces gars-là, tout ça. Mais bon, à part ça, bon, rien du tout. Et puis, après, le train est parti, et puis on a monté une colline, et on voyait des bois, puis le train s'est arrêté. Tout noir, rien du tout, le train s'est arrêté. Et puis, on a entendu des gens qui criaient de loin, des chiens qui aboyaient, et puis bon, des lampes qui approchaient, et puis bon, les portes des wagons sont ouvertes. Puis finalement, la porte de notre wagon s'est ouverte, et on a vu, sur le ballast, il y avait des soldats. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de quai, hein. Le quai, il a été fait après. Alors sur le ballast, il y avait des soldats, puis bon, ils criaient, bon, en allemand, personne, on ne comprenait pas. Alors, finalement, il y a un gars qui devait être un Alsacien qui a dit on nous dit de descendre. Alors, on saute du wagon sur le ballast. Alors, quand on a 20 ans, ça pose pas de problème, mais quand on a 50 ans, ça pose un problème. Alors, il y avait des gars qui tombaient, les chiens qui se précipitaient, les soldats qui tapaient avec des triques, etc. On a dit dans le chien, quel pays sauvage on est, là, qu'est-ce que c'est? Et puis, on nous a fait mettre encore une par 5, et puis partir. On arrivait à un bâtiment, là, avec une inscription qui est marquée dessus. Alors bon, ça me disait rien à cette époque-là. J'ai su après ce que ça voulait dire, mais à cette époque-là, ça me disait rien. Bon, ça voulait dire à chacun son dû. C'est bon. Alors ça, c'est, comme je dis toujours, c'est l'humour noir, comme leur vêtement des SS. Dans chacun, il y avait des trucs comme ça. Bon, le travail rend libre, à chacun son dû, des conneries comme ça. Bon, enfin, on rentre dans le camp, puis on fait marcher encore 100 mètres, puis on nous arrête devant une baraque en bois. C'était nuit, on ne voyait pas grand-chose. Alors on nous dit, bon, ben, vous attendez que les portes s'ouvrent. Bon. On s'assoit sur nos valises, nos sacs, parce qu'on avait tout en bordard. Et puis on attend. Puis bon, quand le jour se lève, on voit des baraques et on voit des gars bien en bannière. Alors là, on s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un bagne ici.
Et puis des gens qui nous adressaient la parole de loin, qui s'approchaient pas trop, mais de loin, qui nous parlaient, mais dans des langues qu'on ne comprenait pas. Puis finalement, il y a un gars qui parlait en français, qui dit « Vous êtes français? » « Oui, on est français. » « Où c'est qu'on est? » « Ben, vous êtes dans le camp de concentration de Buchenwald. On va tout vous prendre, alors si vous avez encore du ravitaillement, du tabac, tout ça, laissez-le par terre et on viendra le chercher quand vous serez parti. » C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et puis on est rentré dans la baraque s'est ouverte, on est rentré dans une grande pièce, il y avait des tables, derrière les tables il y avait des grands en bannière qui étaient là, et on passait, ils nous demandaient de leur donner nos montres, nos portefeuilles, tout ça, enfin, tout ça, machin. Et puis on se déshabillait, tout nus, on change de pièce, dans une grande pièce, il y avait des gens avec des tondeuses qui pendaient du plafond, des petits tabourets, vous asseoir et opération tonte de partout. Bon. Alors, après, il y avait un bassin, une espèce de petite piscine. Il nous a rentré dedans. Il y avait un liquide qui avait été blanc dans le temps, mais qui était un peu noir. On rentrait dans ce bassin. Il y avait un gars qui était là, en bannière aussi, c'est son boulot. Il nous appuyait la tête pour nous faire rentrer complètement dans l'eau, là, soi-disant pour désinfecter. On continuait. Passé dans une autre pièce, là, il y avait des gars qui nous donnaient un pantalon, une chemise, une veste, un bonnet et une paire de souliers en bois, claquettes, espèce de claquettes. Un numéro en 2 exemplaires, un triangle en 2 exemplaires. Et puis quand on sortait de cette pièce-là, donc il nous faisait coudre d'avoir le numéro 1 sur la veste, 1 sur le pantalon, le triangle là aussi. Et quand on sortait de cette pièce-là, ben, on était une autre personnalité, quoi. On n'était plus un homme, on était un numéro. Et on rentrait à ce moment-là dans ce qu'on appelle le camp de quarantaine. Et on vous avait demandé vos noms, on avait enregistré l'état civil, tout. Enfin, le métier qu'on faisait, etc. Et des tatouages, non? Non. Tatouage, c'est Auschwitz. Bon, là, il n'y avait pas de tatouage. Ni à Dachau, rien du tout. Et donc, on rentrait dans le camp de quarantaine. Alors, le camp de quarantaine, tous les camps de concentration étaient bâtis à peu près de la même façon. Il y avait un camp principal et un camp de quarantaine à côté. Alors, le camp de quarantaine, ça avait un but bien précis. Moi, je le vois comme ça. Quand vous arrivez au camp de concentration, vous êtes un homme ou une femme. Vous avez votre intelligence, vous avez votre instruction, vous avez vos espoirs, vos désirs, enfin vous avez tout en vous. Bon, ça n'intéresse pas du tout les SS. Les SS, eux, ils veulent des esclaves pour aller travailler. Donc on vous flanque dans le camp de quarantaine pour vous apprendre le métier d'esclave. Moi, je le vois comme ça. Alors dans ce camp de quarantaine, c'est sale, c'est crasseux. C'est plein de puces, plein de poux, plein de punaises, plein de tout ce que vous voulez. Vous avez des grandes baraques immenses, vous êtes 1500, 1800 dans une baraque. C'est vraiment... Vous êtes entouré de gens que vous ne comprenez pas, parce que vous avez toutes les nationalités possibles. Vous avez des capots qui vous matraquent à longueur de journée pour vous faire avancer, pour vous faire des conneries, déplacer des pierres, les remettre le lendemain, etc. Vous allez chercher des pierres vous allez au jardin des SS pour transbahuter la merde, etc. Bon, vous faites des corvées inutiles, on vous fait des piqûres, vous ne savez pas pourquoi, on vous fait des piqûres, c'est vraiment le folklore. Les piqûres, si vous voulez, vous avez un bataillon de 1000 gars qui est là, en rang par 20, puis vous avez des gars qui se sont baptisés infirmiers. Et ils ont des grandes seringues comme les chevaux, et vous passez à tour de rôle, tac, tac, et vous faites des piqûres. Quand sa seringue est vide, il va la remplir, et puis il recommence. Mais vous ne savez pas pourquoi c'est. Alors, bon, moi j'en ai eu une, on a une série en principe de 6 piqûres. Moi j'en ai eu une, puis après je me suis débrouillé pour éviter les piqûres, parce que je ne savais pas bien ce que c'était. Et voilà, bon.